Merci donc à Frédérico pour cette présentation de Fanon. Alors, je dois dire que sur cette question de la décolonialité, la question de l'anticolonialisme, il y a un vaste débat depuis quelque temps et je crois qu'il faut quand même partir de certain nombre d'éléments concrets. Et l'un des éléments concrets s'agissant de nos sociétés me semble être un texte qui sera adopté le 31 mars 1660 à Basse-Terre, qu'on appelle le fameux traité de Basse-Terre, qui a été célébré en Saint-Bertrand et ici même à l'Arawak au mois de mars, eh bien, révèle, à mon avis, dans l'analyse du texte, deux choses essentielles. La première, c'est la négation totale de l'autre par le colonisateur. Il y a une négation. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain. Et ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément qui me paraît important à prendre en considération et qu'on voit au travers de ce fameux traité, c'est une volonté manifeste de créer les conditions d'une occupation violente par élimination, extermination et déportation et le remplacement, ce que j'ai appelé l'effacement civilisationnel. Donc voilà à mon sens des éléments apportés au débat qui construisent cette colonisation dans la violence et de ce point de vue, Fanon apporte réponse à ces questions. Mais venons-en au temps plus moderne, à la réalité d'aujourd'hui. Et Jean-Jacob Bicep, ancien député européen au Parlement européen, vert de surcroît, qui donc a fréquenté les bancs de ce Parlement, aujourd'hui secrétaire général de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, va donc nous faire le point sur ce qu'il considère comme étant aujourd'hui l'état de la décolonisation en Guadeloupe. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors, moi, je vais vous parler effectivement de la situation un peu plus contemporaine de la décolonisation dans les Outre-mer et qui va du front anti-guyanais au front international de décolonisation. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que dans les Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer, mais qui sont en réalité les territoires ultramarins français, donc les dernières colonies en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, on trouve un certain nombre de figures intellectuelles et de partis politiques qui dénoncent la persistance des logiques coloniales malgré les changements de statut. Alors, on trouve dès le début le front anti-guyanais, incarné notamment par Justin Cataillé, un Guyanais, et Albert Méville, qu'on appelle encore Paul Niger, qui lui est guadeloupéen. Et ils s'inscrivent dans une dynamique plus large, qui inscrit aussi la négritude avec la pensée d'Aimé Césaire. Et on va retrouver ensuite la pensée décoloniale. Alors là, je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le professeur Reynaud, mais je m'en expliquerai. Et ensuite, il y aura cette fameuse conférence de 1955 de Bandung, où 29 pays vont édicter un certain nombre de préceptes pour sortir de la colonisation. Alors, le front antillais de décolonisation et la pensée décoloniale. Donc, je vous disais qu'il était porté par Justin Cataillé, qui est un militant dans la société guyanaise. Il incarne la résistance du modèle d'assimilation imposé par la France et
À côté de lui, on trouve Albert Méville, qui écrit sur le nom de Paul Niger. C'est un poète engagé. Il utilise son art comme une arme de révolte anticoloniale, donnant voix aux aspirations de liberté. Et, comme l'a très bien dit tout à l'heure le professeur Reynaud, on va, dans cette pensée-là, retrouver Frantz Fanon, qui lui est considéré comme étant un intellectuel radical, engagé dans la guerre d'indépendance algérienne aux côtés du FLN, proposant une libération psychique et politique des peuples décolonisés. Et ensuite, nous avons aussi, même si elle précède, c'est la négritude de Césaire, résistance et la mémoire. Alors, le mouvement de la négritude, elle est fondée par Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, comme célébrant les valeurs de culture noire face à l'oppression coloniale. Alors, on a bien entendu l'œuvre poétique d'Aimé Césaire et notamment ce qu'il écrit dans le cahier d'un retour au pays natal. Césaire réhabilite l'identité noire et dénonce les ravages du colonialisme avec une puissance lyrique inégalée. Alors, il est aussi engagé politiquement. C'est le fondateur du PPM, le Parti progressiste martiniquais. Il milite pour l'autonomie de la Martinique au sein de la République, refusant l'assimilation tout en évitant la rupture totale, et on se souvient du fameux moratoire qu'avait décrété Césaire. Une date importante, c'est celle de 1955, où la conférence de Bandung réunit 29 pays d'Asie, d'Afrique, et symbolise l'émergence du tiers-monde sur la scène internationale. Et cet héritage de Bandung se mêle à l'héritage de Fanon, de ses théories, et notamment la solidarité des peuples du Sud comme fondement d'une résistance globale à l'impérialisme occidental. Dans les années 60, les mouvements des dernières colonies s'inspirent de cette dynamique pour articuler leur propre lutte contre le colonialisme français. Bien qu'absents physiquement de cette conférence historique, les intellectuels et militants des dernières colonies françaises y trouvent une source d'inspiration majeure pour leurs combats anticoloniaux, inscrivant leurs revendications dans un mouvement mondial. On trouve donc un engagement international des mouvements indépendantistes des dernières colonies françaises. Mais il faut dire que la genèse, c'est dans l'Hexagone, dans les années 50, une génération d'étudiants originaires des colonies françaises se côtoient dans les universités françaises, formant une conscience politique panafricaine. Et on peut citer l'OJAM, qui est une organisation de la Martinique, et la GEG, qui est une organisation de la Guadeloupe. Ils deviennent des foyers intellectuels pour les futurs cadres indépendantistes participant à des forums internationaux. Et les partis indépendantistes s'inscrivent dans une logique de solidarité internationale. L'Algérie est le point de ralliement de toutes les colonies et toutes les luttes de libération nationale. Donc on retrouve en Algérie, bien entendu, des Guadeloupéens. Il y avait déjà Fanon, mais on y retrouve Sonny Rupert, qui lui aussi a participé à cette guerre. On retrouvera aussi des militants en Libye. On retrouvera des militants guadeloupéens en Libye et à Cuba. Et ces pays deviennent des ponts et des points de ralliement pour le soutien aux partis indépendantistes des dernières colonies françaises. Alors, on entre dans une dynamique à partir de 1985, avec la conférence en Guadeloupe de la conférence de dernière colonie.
qui se tiendra à Bonneveine et dont on va commémorer cette année le 40e anniversaire. Alors, les luttes indépendantistes et autonomistes dans les dernières colonies. Alors, on retrouve en Guadeloupe le gong dans les années, début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Le MPGI, l'UPLG, le PCG. Alors, ils ne sont pas tous indépendantistes, parce que le PCG, par exemple, est une organisation qui se revendiquait autonomiste, qui, même si, entre-temps, a évolué plusieurs fois dans ces mots d'ordre. Mais ces organisations ont des revendications communes. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ils sont contre l'assimilation, la dépendance économique et les discriminations sociales. Du côté de la Martinique, on retrouve le MIM, le PPM et d'autres organisations politiques qui, eux aussi, ont ces mêmes revendications communes. En Nouvelle-Calédonie, on a un parti qui joue un rôle central, c'est l'Union calédonienne, qui va propulser la création en 1984 du FLNKS sous la direction de Jean-Marie Tjibaou. Et on sait qu'on va aboutir aux accords de Matignon en 88 et de Nouméa en 98. Et on sait aussi le sort qui sera réservé à Jean-Marie Tjibaou et à d'autres militants indépendantistes kanaks. Alors, on va retrouver en Kanaki, récemment, suite aux accords de Matignon et de Nouméa, 3 référendums, 2018, 2020, 2021, tout en sachant que le dernier est très contesté, puisqu'il s'est tenu en pleine période de Covid et que les Kanaks ont refusé d'y participer. Et jusqu'à il y a 3 jours, les Kanaks et la France négociaient effectivement sur la question du statut de la Calédonie, la Kanaki, et ça n'a pas abouti puisque pour l'instant, les loyalistes ont bloqué toute forme d'accord parce que eux, ils veulent une partition en fait. Ils veulent d'un côté Nouméa, la partie sud, la Kanaki, moins les 3 communes indépendantistes et laisser de l'autre partie au Kanak. Donc, ce qui fait une partition de fait de la Kanaki. Donc, indépendance, association de l'autre côté pour la province nord et les 3 communes de la province sud et le maintien dans l'État français pour la promesse de Nouméa. Ceci n'a pas été accepté par les Kanaks, donc on est reparti là au point zéro et les négociations, bien sûr, vont reprendre avec les Kanaks qui, eux, se sont fixés comme date butoir le 25 septembre 2025 pour prononcer l'indépendance de manière unilatérale, en sachant que les autorités coutumières ont déjà prononcé l'indépendance, eux aussi. Eux, de leur côté, il y a de ça plusieurs mois. Alors, pour Mao Inui, que nous, on a pris l'habitude d'appeler Polynésie française, la revendication d'indépendance est toujours portée par le Tavini, et le Tavini qui était très investi sur la question de la justice nucléaire, de la renaissance culturelle du peuple polynésien. Donc, nous sommes dans une situation où, plus de 70 ans après, nous avons une résistance à la réalité juridique française et la réalité structurelle et sociologique de ces territoires. Nous avons 5 territoires en lutte: Martinique, Guadeloupe, Guyane, Kanaki, Polynésie française, auxquels on peut rajouter la Corse, qui, même si n'est pas un territoire, une dernière colonie proprement dite, qui
se joint aux luttes. Pourquoi? Parce que on est rentré dans une dynamique à partir de 2023 où l'Azerbaïdjan, qui est un pays de l'Europe centrale, présidait le mouvement des pays non alignés. Et à l'occasion de cette présidence, ils ont pris un certain nombre d'initiatives, notamment d'inviter les dernières colonies françaises à participer à des conférences sur la situation coloniale de ces pays. Alors, il y a toute une série de conférences qui se sont déroulées entre juillet 2024 et décembre 2024 jusqu'à février 2024. Ensuite, donc du coup, on s'est retrouvé, l'ensemble des organisations politiques, à aller à l'ONU plusieurs fois. Je crois qu'on a eu l'occasion d'aller à New York, mais aussi au siège en Suisse et aussi en Autriche. Donc, et plusieurs d'autres conférences sur d'autres territoires, notamment en Turquie. Donc ce sont à chaque fois des conférences qui étaient organisées par une ONG azerbaïdjanaise qui s'appelle le groupe d'initiative de Bakou. Et vous avez dû sûrement entendre parler de ça, puisque la France dénonce le travail du groupe d'initiative de Bakou comme étant de l'ingérence dans les affaires françaises. Alors, sur le plan international, aujourd'hui, l'ensemble des pays qui composent ce front de facto qui fonctionnait au sein du front du groupe d'initiative de Bakou ont décidé au mois de janvier 2025, à l'initiative de l'UPLG, d'organiser à Bakou un congrès des dernières colonies françaises. Au cours de ce congrès, l'ensemble des organisations participant à ce congrès ont décidé de créer un front international de libération des dernières colonies françaises. Et donc la décision a été prise en janvier 2025. Et entre-temps, il y a eu effectivement d'autres conférences organisées par le groupe d'initiative de Bakou et le Front de libération internationale des dernières colonies était en train de se structurer. Et jusqu'à ce qu'en janvier de cette année, janvier 2025, ce front qui a entre-temps changé de nom, qui est devenu le Front international de décolonisation, a vu le jour à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a une situation de décolonisation qui interroge l'avenir de la République française. La question est globalement dans le cas de la République française, est-ce qu'elle va contribuer ou accepter de mettre en œuvre une politique allant vers la décolonisation des territoires qu'elle occupe, ou est-ce qu'elle va s'arc-bouter sur sa situation coloniale et ne pas ouvrir de négociations, alors même que la coalition de l'ensemble des forces, de l'ensemble des pays, se fait de plus en plus pressante sur la scène internationale. Cela dit, il y a ce qui se passe sur la scène internationale, mais il y a ce qui se passe dans nos territoires en lutte, notamment en Kanaki, en Guadeloupe et dans tous les autres territoires, la Guyane. Et en réalité, cette question de décolonisation, elle sera la résultante de plusieurs choses. La résistance de la lutte des peuples qui composent ces territoires à décoloniser, c'est-à-dire de leur propre capacité à vouloir se libérer du joug colonial français, et bien entendu de l'écho
que nous aurons réussi à créer dans un contexte géopolitique mondial qui change, parce que cette fenêtre qui a été ouverte en 2023 avec l'Azerbaïdjan est une fenêtre qui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle pourrait se refermer au gré de la situation internationale et du contexte géopolitique. Donc, il nous appartient effectivement de continuer à nous battre sur le plan international, mais encore plus à nous battre dans nos territoires pour faire en sorte que ce que nous portons collectivement à l'international, nous le réussissions chez nous, dans nos territoires, c'est-à-dire convaincre nos populations de la nécessité de décoloniser nos territoires. Donc c'est ce point-là que je voulais faire avec vous et faire en parallèle aussi avec la pensée de Fanon. Alors tout à l'heure, je disais que effectivement, je pense que la pensée décoloniale est complémentaire de la logique de décolonisation, parce que la logique de décolonisation, elle obéit à des principes, notamment des principes juridiques tels que l'ONU les a décrits, mais la logique décoloniale va bien au-delà du simple fait de décoloniser, parce que même après la décolonisation, on reste encore, si on n'a pas changé la superstructure et qu'on reste dans le même schéma, on est toujours dans une situation décoloniale. Et en ce sens, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le professeur Renaud tout à l'heure sur la question de l'universalisme. Nous réinterrogeons cet universalisme et effectivement, nous qui voulons aller vers une république guadeloupéenne, en tout cas décoloniser nos pays, nous devons réinterroger et réinventer. Alors Fanon disait qu'il fallait effectivement créer un homme neuf, et notamment lorsqu'il parlait de la question de la violence, comme l'a décrit tout à l'heure le professeur Renaud. Donc, c'est tous ces défis auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés en tant que peuple. Aujourd'hui, nous avons notre destin entre les mains, comme nous l'avons souvent eu, mais nous sommes dans une fenêtre de tir historique. Il y aura sûrement une deuxième vague de décolonisation avec ce qu'on voit qui émerge, notamment dans les pays africains avec l'AES. On voit comment le Sud global change la polarité du monde en inversant les rapports hérités de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, nous sommes toujours avec une gouvernance mondiale héritée de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est toute cette logique-là qu'il s'agit de passer à la lumière sur le tamis décolonial pour aller vers un autre monde où effectivement ce qui sous-entend la pensée décoloniale, c'est la question du suprématisme. Et cette question du suprématisme, nous devons aussi la régler pour aller effectivement vers la libération de nos pays respectifs. Je vous remercie.